Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 28 octobre 2025 et notre ami le colonel Larry Wilkerson est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, colonel Wilkerson. Heureux d'être de retour, mon cher ami Nima. Pas de bruit, c'est ça. Mon ami cordial et cher. Exactement. Colonel Larry, commençons par ce qui se passe en ce moment à Gaza. Nous savons que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ordonné au FDI de procéder à des bombardements massifs dans la bande de Gaza, après avoir faussement affirmé que le Hamas avait violé le cessez-le-feu. Quelle est votre compréhension de la situation à Gaza? Et avant de passer à votre commentaire, voici la réaction du secrétaire d'État américain Marco Rubio à ce sujet. US Secretary of State Marco Rubio in response to that. Ce week-end, Israël a assassiné un responsable militaire palestinien. Cela ne viole-t-il pas un peu le cessez-le-feu avec Israël? Le Hamas est déjà traité comme un groupe distinct. Vous parlez de la frappe contre un membre du djihad islamique palestinien? Oui. Écoutez, Israël n'a pas renoncé à son droit à la légitime défense. Évidemment, le cessez-le-feu repose sur des obligations des deux côtés. D'ailleurs, nous aimerions aussi que le Hamas accélère le retour des corps des otages. Nous avons encore 13 otages, dont 2 Américains. Mais nous ne considérons pas cela comme une violation du cessez-le-feu. Ils ont le droit. Il existe une menace imminente pour Israël. Et tout cela peut. Ce qu'il a littéralement dit, c'était le « ouais, j'ai compris ». J'ai compris. Je comprends. Je connais assez l'allemand pour saisir ça. C'est standard. C'est standard. Je pense qu'ils se sont coordonnés. Je ne pense pas. Je sais qu'ils se sont coordonnés à l'avance sur la manière dont ils allaient faire cela. Et quand je dis « ils », je parle de Kushner, Witkoff, Trump, Netanyahou et peut-être une ou deux autres personnes dans le cercle de Netanyahou. Ils se sont mis d'accord sur la façon dont ils allaient laisser Bibi Netanyahou continuer à un rythme un peu plus lent. Famine, chars, avions, tout ce qu'il fallait pour éliminer le Hamas. Il n'y avait aucune intention de cesser le feu, absolument aucune. Trump voulait simplement en tirer le mérite. C'est comme pour tant d'autres choses. Regardez l'Ukraine, toutes les déclarations qu'il a faites sans en réaliser une seule. Regardez les autres sujets dont il parle sans cesse, nationaux et internationaux. Des sujets sur lesquels il fait des affirmations sans jamais donner suite, et certainement sans jamais atteindre son objectif de manière significative. Qu'il s'agisse d'une stratégie ou d'un propos improvisé, il n'atteint pas son but. Dans ce cas, cependant, je pense que c'est très différent. Je pense que, comme lors de la période précédente, la période avant-dernière de la diplomatie avec l'Iran, quand ils ont violé toutes les règles du manuel et attaqué, c'est ce qu'ils avaient prévu ici. Ils l'ont simplement planifié de manière plus lente, mais avec un effet maximal sur les Israéliens. Remarquez à quel point les Israéliens vénéraient Trump. Je veux dire, ils affichaient des photos de lui au-dessus de Bibi. Tout cela visait à donner de l'élan à Kushner et à l'entreprise lucrative qu'il représente. Et c'est tout ce qu'il est, de l'argent pur. Et pour Trump, surtout dans la poursuite du prix Nobel de la paix, tu vois. Alors là, il en a un autre. Qu'est-ce que c'est, la 8e, la 9e guerre ou quelque chose comme ça, qu'il aurait soi-disant arrêté? Il n'en arrête aucune. Elle continue, si c'était des conflits importants quand il est arrivé. Maintenant, certaines, il les invente simplement. C'était donc un plan très soigneusement élaboré. Je suis sûr que Marco Rubio en faisait partie. Je suis sûr que Witkoff et Kushner, dans une certaine mesure, en faisaient partie. Mais le plus important, c'est que Trump et Netanyahou se sont mis d'accord pour dire qu'ils auraient un accord de paix, ou du moins que cela en aurait l'air. Le lendemain matin,
il y aurait certainement un cessez-le-feu, puis Bibi le violerait, comme il le fait habituellement, et continuerait à faire ce qu'il fait. Il les affame à nouveau aussi. Il a fermé l'accès pour les camions, donc aucun camion ne peut entrer. Et les camions qui sont là, m'a-t-on dit, ont énormément de mal à faire quoi que ce soit, car il a interdit à quiconque sait ce qu'il fait, comme l'UNRWA, d'exercer son travail. Donc rien de nouveau, c'est ce que je veux dire. Rien de nouveau du tout, sauf les meurtres de Bibi. Et oh, regardez ce qu'il fait en Cisjordanie. Le rythme des tueries, des meurtres et des expulsions en Cisjordanie a triplé. Penses-tu qu'il y a une quelconque communication entre Abbas, Mahmoud Abbas, Abu Mazen et les États-Unis? Ou bien est-ce qu'ils s'en moquent complètement? Parce que je ne vois aucun signe d'entente, aucune communication entre eux. Je ne pense pas qu'il y ait une communication significative. Peut-être que Mahmoud Abbas voit ses appels téléphoniques être pris, mais c'est à peu près tout. Et pas par quelqu'un d'important. C'est vraiment une figure insignifiante ici. L'une des meilleures choses qu'il pourrait faire serait de se retirer et de laisser quelqu'un de plus jeune, fort, plus dynamique et réellement désireux de faire quelque chose de bien, prendre la relève de l'autorité et de tout ce qui l'accompagne. Mais il ne le fera pas. La sinécure est trop confortable. Au moins Arafat, eh bien je me souviens de la dernière fois que Powell l'a rencontré. Je crois que c'était à Ramallah, juste avant la mort d'Arafat. Arafat a toujours eu cette qualité, semblable à celle de Mahmoud Abbas, de garder tout pour lui et de veiller à prospérer, même si d'autres dans son entourage ne le faisaient pas. Et de toujours garder à distance des personnes qui étaient de véritables citoyens solides, essayant de faire pour les Palestiniens ce qu'il fallait faire pour eux, sans les laisser aller trop loin. Le type qui était à la tête de la sécurité était quelqu'un comme ça. Powell et moi en parlions souvent, Dallin, je crois, ou quel que soit son nom. Mais c'était une figure importante, une épine dans le pied d'Arafat, puis Abbas, parce qu'il s'intéressait sincèrement au sort des Palestiniens, et non à remplir ses propres poches, ce à quoi se résume en réalité l'autorité, vraiment, à remplir les poches de ceux qui en font partie. Alors peu importe ce que fait Mahmoud Abbas, il est insignifiant. Le véritable pouvoir qui s'oppose ici à Israël, c'est le Hamas et ses alliés. Nous avons appris que le Hamas a annulé la remise des corps des prisonniers israéliens décédés, qui était prévue pour aujourd'hui, Larry. Ils ont décidé d'y renoncer. Est-ce que cela va changer la politique? Est-ce que ça va mettre la pression sur Trump et Netanyahou? Parce que ces personnes étaient en quelque sorte, regardez le plan de paix, regardez le cessez-le-feu. Tout tourne autour de la libération des prisonniers. Eh bien, vous savez, je trouve inadmissible que Trump, Witkoff, Rubio, nous tous, les journaux aux États-Unis, la radio et la télévision, pas tous, mais la plupart, ne voient pas le déséquilibre entre les Palestiniens faits prisonniers et les Juifs et Israéliens en général faits prisonniers. Ce sont tous des prisonniers. Et une fois que vous acceptez cela, et que vous acceptez qu'il existe certaines règles et un certain décorum à respecter lorsqu'on traite avec des prisonniers, les Israéliens sont tellement coupables, horriblement coupables, indiciblement coupables, atrocement coupables, dans la manière dont ils traitent ceux qu'ils appellent des prisonniers, quel que soit le terme utilisé aujourd'hui. Nous avons inventé un terme, combattant illégal, pour la guerre contre le terrorisme, et nous avons lancé une tendance à cet égard. Ce terme n'est même pas mentionné dans les conventions de Genève. Nulle part dans les conventions de Genève, vous ne trouverez combattant illégal. Nous avons inventé cela. Eh bien, c'est un peu ce que les Israéliens ont fait, sauf qu'ils ont rabaissé les Palestiniens au rang de sous-humains. La manière dont ils les traitent dans leurs prisons,
la manière dont il les interroge, la manière dont il les traite en général est tout simplement horrible. Et ensuite, nous avons toutes ces discussions sur la façon dont le Hamas traite les gens, qu'ils soient morts à cause des bombardements israéliens ou pour une autre raison, et sur le fait qu'ils puissent ou non retrouver leur corps dans les décombres créés par Israël. Nous utilisons cela comme prétexte pour blâmer le Hamas, Netanyahou, bien sûr, afin de reprendre les combats, alors qu'en réalité, la véritable responsabilité et la censure devraient incomber aux Israéliens. Tant que nous parlons des prisonniers, soi-disant détenus, avec de la férocité dans la voix, ou avec de l'inquiétude et de la colère à propos du Hamas et de leur traitement, nous devons examiner de près Israël, car c'est l'un des pires États, sinon le pire, sur cette terre en ce qui concerne la gestion de ses prisons et le traitement de ses prisonniers. Voici ce que Donald Trump a dit à propos d'Israël et de la manière dont il perçoit la position d'Israël aux États-Unis. Les États-Unis soutiennent Israël, mais ils le soutiennent moins qu'avant. J'avais beaucoup de mal à obtenir du soutien pour Israël, et je ne comprends pas vraiment pourquoi, car j'ai grandi dans un monde où tout tournait autour de ce pays sur le plan politique. Tout tournait autour d'Israël, et son influence était incroyable. Un mot de travers sur Israël, et vous étiez pratiquement exclu de la politique. Aujourd'hui, un mot favorable à Israël, et vous êtes exclu de la politique. Mais je suis toujours là, et nous sommes en tête dans les sondages, avec environ 50 points d'avance. J'aimerais que ce soit vrai. J'aimerais que ce soit vrai, ce qu'il vient de dire. Un mot négatif sur Israël, et vous êtes exclu de la politique. Un mot positif sur Israël, et vous êtes exclu de la politique. J'aimerais que cela change radicalement. Cela change, il n'y a aucun doute que cela change. C'était tellement d'obfuscation dans laquelle Trump excelle de manière absolument magnifiquement splendide. Je ne sais pas si c'est intentionnel, mais c'est probablement l'un des meilleurs brouilleurs de pistes que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Il peut avoir la vérité dans une oreille, un mensonge dans l'autre, et de sa bouche sort une combinaison des deux. C'est incroyable. Il a un talent inné pour faire cela. Il essaie d'exagérer la situation pour montrer l'importance de sa position, car il dit « Tout ce qui se passe, c'est à cause de moi, et personne n'en veut. » Attendez que cela se produise vraiment, tout ce tumulte parmi les partisans de MAGA, que dans une large mesure, l'assassinat de Charlie Kirk ait commencé avec acharnement. Attendez que cela se répercute réellement sur les élections de mi-mandat et que nous voyions quelque chose de spectaculaire se produire à ce moment-là. Quelque chose que tout leur redécoupage électoral et toute leur criminalité dans la politique des États dans laquelle ils sont impliqués ne pourront pas résoudre. C'est alors que viendra le moment décisif. Que feront-ils à ce moment-là? Déchaîneront-ils encore plus de force dans les villes, provoquant en quelque sorte une rébellion urbaine, puis déclareront-ils l'application de la loi sur l'insurrection pour prendre le contrôle? Il nous reste encore un peu de temps avant d'en arriver là. Et j'entends certaines choses de la part de personnes comme le groupe de travail sur les élections et d'autres qui disent que cela pourrait être une affaire très serrée. Et je ne pense pas que le Parti républicain, Johnson et Thune en particulier, ainsi que d'autres de cette catégorie, aient jamais imaginé qu'il puisse perdre sa majorité, non seulement dans une chambre, mais dans les deux. Alors attends de voir ce que cette situation va faire ressortir chez Trump. C'est tellement... Et au fait, sais-tu que Johnson n'a toujours pas installé cette nouvelle députée élue? Il ne l'a toujours pas assermentée. C'est inadmissible. Je veux dire, il faisait ça. Oui. Et en plus, personne au sein du SASC n'a pris la peine de demander au commandant du Southern Command
de venir témoigner, parce que les commissions sont dirigées par les républicains et qu'ils n'osent pas le faire. Que dirait-il sous interrogatoire? Que dirait cet amiral sous interrogatoire? Il est tenu par la Constitution de dire la vérité au Congrès, tout comme il est tenu de dire la vérité à son commandant en chef. Que dirait-il au Congrès à propos de tout cela? Où en sommes-nous maintenant? Presque 50 personnes que nous avons tuées en haute mer, sans aucune procédure légale. Nous sommes un État catégoriquement hors la loi. Nous agissons complètement en dehors de la loi, de notre propre droit interne et du droit international. Nous sommes un État hors la loi. Smedley Butler a dit qu'il était un criminel au service du capitalisme sur 2 continents. Smedley Butler ne reconnaîtrait même pas ce que nous faisons aujourd'hui. Smedley Butler wouldn't even recognize what we're doing today. Larry, since you've mentioned the case of Charlie Kirk, I don't Larry, puisque tu as mentionné le cas de Charlie Kirk, je ne sais pas si tu as vu le dernier podcast de Candace Owens, elle en parle. Il a dit, Charlie Kirk a dit, je pourrais être anéanti. Oui. Il a apparemment eu une prémonition, un peu comme Martin Luther King avait eu la prémonition qu'il allait être abattu. Oui, enfin, je ne sais pas. C'est incroyable de voir ces textes. Voici ce qu'elle a dit, Larry. Il sentait que quelque chose d'important était sur le point de se produire, et je pense que c'est de cela qu'il s'agissait. Je veux aussi préciser, évidemment, que je n'invente pas ces messages. Bon, tournant décisif. En fait, Mikey McCoy a accès à tous les messages de Charlie Kirk. Ils peuvent vous confirmer que ceux-ci sont authentiques. Voici ce qu'il a écrit. Nous parlions encore de Kanye, et Charlie m'a écrit « Tu vas être la dame de fer de l'Amérique ». Il avait une telle vision politique pour moi. Je n'ai jamais voulu ce genre de choses. Je le vois tellement clairement. Je suis peut-être Moïse, par contre. Je ne verrai peut-être pas tout cela jusqu'au bout. MDR. Si c'est le cas, sois mon David. J'ai répondu, « Mec, tu n'as même pas encore pris conscience de ton pouvoir. » Tu es si jeune, c'est ce que je me disais. Il a dit, « Si je te dis la véritable prophétie que je ressens au fond de moi, c'est vraiment triste, mais j'espère me tromper. » Il a poursuivi, « De toute façon, je ne suis pas sûr de vivre assez longtemps pour voir la fin de cette révolution. Je crois que tu es la personne que Dieu voulait que je rencontre, celle qui terminera le combat. Depuis le début de Tepusa, je sens au fond de moi que je pourrais être éliminé à tout moment. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'en rêve tout le temps, vraiment tout le temps. Bref, c'est une conversation urgente à avoir une autre fois, MDR. J'ai dit, c'est étrange, plus une manifestation de peur qu'une réalisation. Il a répondu, je n'en ai pas vraiment peur, mais je te dis simplement ce que je sais être vrai. Larry, c'est incroyable, l'affaire de Charlie Kirk. Chaque fois que j'y repense, c'est invraisemblable. Tu sais d'une certaine manière, que s'est-il passé? Cui bono? Qui va en tirer profit? Et comment savait-il qu'il allait être anéanti? Au plus profond de lui, dans son cœur, il le sentait. Je ne sais pas si c'était une prémonition qui venait de lui. J'ai essayé d'en apprendre un peu sur lui. À certains égards, je pense que c'était un individu complètement méprisable, parce que j'ai entendu certaines des choses qu'il a dites sur les minorités et les non-chrétiens. Mais de l'autre côté de la médaille, je pense que c'était un penseur très rationnel lorsqu'il s'agissait de pouvoir, surtout de pouvoir politique. Il a été, à bien des égards, responsable de la réélection de Trump pour un second mandat. Il a apporté les voix qui ont fait la différence pour le mouvement MAGA. Avait-il des doutes à ce sujet? Avait-il des doutes à propos d'Israël? Je pense que c'était clairement le cas. Avait-il des doutes sur tout le mouvement qu'il avait lancé
et dont il était devenu une partie intégrante, voire l'essence même. Peut-être même au point où, je ne vais pas un instant le comparer à Robert Kennedy ou à Martin Luther King, mais en termes de prémonition de la mort, peut-être que oui. Le Dr. King avait une prémonition de sa mort, et on m'a dit, par des personnes qui connaissaient très bien Kennedy, qu'il en avait une aussi. Mais dans le cas de Kennedy, il avait la mafia contre lui, et pas qu'un peu. Il avait la CIA contre lui, et pas qu'un peu. Il avait l'armée contre lui, et pas qu'un peu, tout comme son frère. Il y avait donc une raison pour lui d'avoir une prémonition de la mort. Dans une certaine mesure, il y en avait une aussi pour le Dr. King, car il savait que lorsqu'il avait déplacé son discours des relations raciales vers la guerre du Vietnam, vers les pauvres en Amérique, vers la justice, vers les choses qui n'allaient vraiment pas en Amérique, je pense qu'à ce moment-là, il s'attendait à ce qu'une balle l'attende, ou à une no-cause de se marmorer. Parce que lorsque vous assumez autant de pouvoir, vous devez avoir une sorte de prémonition de ce genre, je pense, si vous êtes une personne saine d'esprit. Et en ce qui concerne Israël, je pense que cette réunion qui a été si bien décrite, celle qui a eu lieu dans les Hamptons, où il a vraiment été malmené par certains des donateurs qui n'aimaient pas le fait qu'ils refusaient leur argent et ne voulaient plus suivre leurs directives, cela a probablement renforcé et intensifié son inquiétude en même temps. Et je ne pense pas que nous le saurons jamais. Je ne pense vraiment pas que nous saurons jamais qui a tué Charlie Kirk. Tout comme nous ne savons pas, même si j'ai environ 90% de certitude sur qui a tué John F. Kennedy. Et jusqu'à présent, j'ai vu une approche bien plus bâclée de l'enquête sur l'assassinat de Charlie Kirk que celle de la commission Warren sur Kennedy. C'était très soigneusement calibré pour mentir au peuple américain. Et cela a été accepté par à gauche, The Nation, vous plaisantez, et à droite, les plus fervents partisans des États-Unis à cette époque. Cela a été accepté par tout le spectre politique. Et je pense que Noam Chomsky l'a probablement expliqué le mieux, même s'il ne l'a pas dit directement. C'était quelque chose que la nation ne pouvait pas supporter. Il ne pouvait pas supporter qu'un président américain en exercice, surtout un aussi populaire que John F. Kennedy, soit assassiné par les siens. Il ne pouvait pas l'accepter. Alors ils ont laissé la farce continuer. Ils ont laissé la commission publier son rapport et accuser Lee Harvey Oswald, dont je suis absolument certain qu'il n'a jamais appuyé sur la gâchette contre John Kennedy. Jamais. Et je m'y connais beaucoup en fusil. Je connais très bien le dépôt de livres. Je connais très bien cette place. Je connais très bien la situation. J'ai lu presque tous les livres écrits à ce sujet. L'histoire ne nous absoudra pas est le meilleur. Et je sais que Kennedy a été assassiné par les siens. Ce que je ne sais pas, c'est s'il y a eu une quelconque complicité de la part des organisations officielles, la CIA, l'armée. Je sais qu'il y a eu complicité avec la mafia, mais ces trois entités savaient-elles ce que chacune faisait au même moment? Je soupçonne que, pour réussir un tel coup, elles devaient l'être. Mais nous n'aurions pas pu le supporter en tant que nation, pensaient ceux qui étaient aux commandes. Alors, ils ont inventé cette histoire. Eh bien, je ne vois même pas une histoire inventée qui ait le moindre sens en ce moment à propos de Kirk. Et je ne m'attends pas à ce qu'il y en ait une. Je m'attends à ce qu'elle soit enterrée de la même manière qu'ils essaient, désespérément, d'enterrer l'affaire Epstein. Et ça continue. Vous savez, c'est comme appuyer sur un ballon rempli d'eau. Chaque fois qu'ils appuient sur Epstein, hop, voilà Ehud Barak. Oh, rattrapez-le. On appuie encore. Oh, voilà le prince Andrew. Oh, rattrapez-le. On appuie encore. Voilà Bill Clinton. Oh, rattrapez-le. Ils sont tous impliqués. Ils sont tous impliqués. Je n'ai aucun doute dans mon esprit qu'ils sont tous impliqués.
No question in my mind that they're all involved. The depth of their involvement is what I would like to. La profondeur de leur implication est ce que j'aimerais voir révélé, puis la punition. Mais cela n'arrivera jamais. Cela n'arrivera jamais. Nous ne tenons plus les gens responsables de leurs actes, surtout s'ils sont vraiment riches ou s'ils ont une certaine forme de charisme. Et nous ne faisons plus payer les gens pour leurs erreurs. Point final. Nous ne le faisons tout simplement pas, sauf s'ils sont pauvres. Et là, nous le faisons systématiquement, avec bien peu de justice. C'est une chose horrible pour moi, à 80 ans, d'avoir à dire cela de mon pays, le pays que j'ai servi pendant 31 ans dans l'armée et presque 40 ans au total, en comptant le service militaire. C'est une chose horrible à dire pour moi, mais c'est ce que je dis. Horrible thing for me to have to say, but that's what I'm saying. Do you think that Donald Trump, in both cases, Penses-tu que dans les deux cas, does he have Donald a Trump personal- ait des affaires personnelles en cours? thing going on Est-ce that pour cela way, qu'il se comporte de cette manière? way, or he Ou was bien convinced a-t-il été by convaincu par Netanyahou et son administration de ne pas être aussi bruyant, de ne pas s'attaquer à l'affaire et de ne pas chercher à savoir ce qu'il y avait derrière? what was behind Parce que Donald Trump lui-même a dit qu'il n'avait rien à voir avec Jeffrey Epstein, ce qui n'est pas vrai, tout le monde le sait. Mais ma question est, à quel point cette affaire est-elle importante pour Donald Trump? Est-elle si importante qu'il agit pour lui-même, ou le fait-il à cause de quelqu'un d'autre? or he's doing because of someone else? Well, you Because Netanyahu is asking for. One thing you can bet your life on, Nima. Une chose sur laquelle tu peux parier ta vie, Nima, c'est que si Bill Clinton, qui est impliqué, et d'autres démocrates, comme Bill Richardson par exemple, étaient les seuls concernés, Donald Trump s'y serait jeté comme un chien de chasse sur un lapin. Ce n'est pas le cas. Donc la seule conclusion que je peux tirer, c'est que ce politicien chevronné, qui d'habitude pousse l'autre camp dans sa tombe, ne le fait pas parce qu'il est lui aussi impliqué. C'est la seule conclusion possible. Il semble que ce soit un effort mutuel, à la fois de la direction du Parti démocrate et de celle du Parti républicain, dirigé par Donald Trump, pour s'assurer que les dossiers Epstein ne soient jamais examinés à fond, ni enquêtés, ni portés devant la justice. Cela semble être le cas, et je ne peux en conclure qu'une chose, ils sont tous coupables. Je pense que la personne la plus coupable dont j'ai entendu parler n'est pas Bill Clinton. Je l'ai cru un moment. Ni le prince Andrew. Je l'ai pensé aussi. Et je crois qu'ils sont tous deux très très coupables de quelque chose. Mais de quoi exactement? À part ce que nous imaginons dans nos têtes. Compte tenu d'Epstein et de sa carrière, je ne le sais pas vraiment. Mais l'homme que je pense être le plus coupable de tous, d'après tout ce que j'ai étudié, c'est Ehud Barak. Et cela me trouble vraiment, parce que je repense à Taba Farms et à ces négociations qui ont soudainement mal tourné. Arafat assis là, comme un cerf pris dans les phares, ne comprenant pas ce qui lui arrivait. Est-ce qu'ils ont eu Barak? Est-ce qu'ils l'ont approché pour lui dire « Tu n'iras nulle part avec ça ». Les accords d'Oslo sont morts parce qu'on a un dossier sur toi. Et bien sûr, ils auraient très bien pu faire la même chose avec Clinton. Nous ne le saurons jamais. C'est ça, la laideur de notre gouvernement aujourd'hui. Et, en réalité, de notre système pénal et judiciaire. Si les politiciens ne veulent pas aborder un sujet qui touche les deux camps, ils ne le feront tout simplement pas. Vous n'obtiendrez jamais une enquête qui révèle réellement quelque chose qui ressemble à la vérité et qui, par conséquent, tienne les gens pour responsables de leur participation à cette vérité, si c'est un crime. Vous n'y arriverez tout simplement pas. Et maintenant, je suis très inquiet à propos de personnes comme Ghislaine Maxwell et d'autres dont nous savons avec certitude qu'elles sont coupables. Je veux dire, comment peut-on ne pas savoir qu'elle est coupable? Elles s'en sortent parce que les gens ont trop peur d'aller plus loin. Nous allons laisser ceux qui auraient dû être tenus pour responsables, des êtres humains méprisables, s'en tirer.
Larry, the U.S. envoy for Syria and the Larry, l'envoyé spécial des États-Unis pour la Syrie et ambassadeur en Turquie, Tom Barak, a adressé une sorte d'avertissement au Liban. Il s'y est rendu et a déclaré « Ce sera ma dernière visite au Liban. J'informerai le président, le premier ministre et le président du Parlement qu'ils ont une dernière chance. Soit ils tirent les leçons et décident d'engager des négociations directes avec Israël sous l'égide des États-Unis. Soit ils établissent un calendrier ou un mécanisme pour le désarmement du Hezbollah. Et s'ils ne le font pas, le Liban sera laissé à son sort. Lebanon, if they don't do that, Lebanon will be left to its fate. And he's talking about they're going to be isolated not only by Et il dit qu'ils vont être isolés non seulement par la région, mais aussi par les États-Unis. Cela permettrait à Israël, eh bien, vous savez, personne ne pourrait faire pression sur Israël pour l'empêcher de faire tout ce qu'il juge nécessaire afin de procéder à un désarmement par la force. Si nous ne connaissions pas la réalité du Hezbollah et sa capacité à riposter contre Israël, on pourrait presque croire que quelqu'un est... Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il parle d'une implication des États-Unis aux côtés d'Israël? Is he talking about the United States getting involved together with Israel? Je crois que je t'ai déjà parlé de la stratégie du Clean Break, l'effort néoconservateur visant à purifier le Levant, à s'assurer qu'il n'y ait personne dans le Levant, ni plus largement en Asie du Sud-Ouest, capable de s'opposer aux États-Unis avec une véritable force. Et cela incluait le Liban. J'ai toujours pensé qu'à un moment donné, les États-Unis finiraient par s'y montrer ouvertement et qu'ils donneraient leur bénédiction à Israël pour qu'il termine le travail au Liban. Cela me semble être une preuve évidente que cela est sur le point de se produire. Netanyahou ne sera pas seulement lâché à pleine puissance sur Gaza, mais aussi sur le Liban. Un autre pays concerné est la Syrie. Va-t-il procéder de manière sérielle, pour ainsi dire, l'un après l'autre? Va-t-il être lâché là-bas aussi? Utilisons-nous notre refus et notre opposition apparente de type Rubio-Vance-Trump à l'annexion de la Cisjordanie comme un subterfuge, un masque pour une action bien plus meurtrière que nous voulons réellement voir se produire? Et c'est bien de nous qu'il s'agit. Souvenez-vous. Souvenez-vous de ma théorie. Ce n'est pas nécessairement Israël. Je veux dire, je pense que sous Netanyahou, ils veulent faire une partie de cela aussi. Je ne suis simplement pas sûr qu'ils veuillent tout faire. Je commence à conclure qu'ils ne veulent peut-être pas s'en prendre à l'Iran du tout, et il y a beaucoup de raisons à cela. Mais ils agissent en notre nom pour achever la stratégie du clean break. Le Liban en a toujours fait partie. La Syrie en a toujours fait partie. L'Iran en a toujours fait partie. L'Irak en a toujours fait partie. 7 pays en 5 ans environ, c'est ce dont il parlait. Why Pourquoi es-tu arrivé à la conclusion qu'ils n'allaient pas attaquer l'Iran? they're not going to attack Iran? Je ne voulais pas forcément dire qu'ils n'attaqueraient pas du tout, mais je pense qu'ils y réfléchissent à 2, 3, voire 4 reprises. Et il y a plusieurs raisons à cela. Leurs services de renseignement leur ont fait savoir, je crois, qu'ils risqueraient d'être anéantis. En partie parce qu'ils ne sont pas totalement sûrs que Donald sera là. Et cela a vraiment changé la donne. Je parle en ce moment avec 2 personnes qui ont étudié la situation nucléaire israélienne bien plus en profondeur que moi. L'une d'elles est assez convaincue, contrairement à l'avis de beaucoup de gens autour d'elle, des personnes avec qui elle travaille régulièrement dans des groupes de réflexion ou en écrivant pour telle ou telle revue ou autre. Il tient bon. Il pense qu'il y a une réelle possibilité qu'Israël utilise une arme nucléaire. Je ne suis pas sûr d'être en désaccord avec lui. Nous avons eu une discussion entre un petit groupe d'entre nous. Se pourrait-il que ce soit, je ne dirais pas une bonne chose, mais que cela s'arrête là, que ce soit la fin de la guerre, que nous nous trompions tous sur l'escalade dans ce cas précis.
et que s'ils utilisent une arme nucléaire, l'Iran, s'il en possède une, en utilise une en retour, et que tout s'arrête là. Nous aurions des ruines fumantes, si l'on peut dire, dans certaines zones. Certainement en Israël, il y aurait des ruines fumantes, car le pays est si petit. Certainly in Israel, you have smoking ruins because it's so small. A nuclear weapon going off in Iran, a small yield nuclear Une arme nucléaire explosant en Iran, une petite arme nucléaire explosant en Iran, ne serait pas vraiment une grosse affaire en réalité. Je déteste le dire, car selon ma conviction, en la théorie de l'escalade, on ne s'arrête pas à une seule. On continue, et on finit par causer de vrais dégâts, voire des dégâts existentiels, aux habitants de la Terre. Mais je pourrais comprendre qu'il s'agisse peut-être d'un échange limité en Asie du Sud-Ouest, et tout le monde retiendrait son souffle. Israël disparaîtrait, et l'Iran serait toujours là. Une arme nucléaire à faible rendement en Iran ne serait pas une grande affaire, pas dans le sens de la puissance explosive, du pouvoir destructeur, et ainsi de suite. Je déteste dire cela. Je déteste vraiment le dire, en tant que personne qui abhorre les armes nucléaires. Mais une arme nucléaire tactique, telle qu'elle serait, comme celle qui pourrait provenir d'un sous-marin israélien ou autre, n'aurait pas le même impact que la même arme tirée sur Israël, car ce serait dévastateur pour Israël. Donc je ne sais pas où cela nous mène, mais j'éprouve une nouvelle crainte après avoir parlé avec certaines de ces personnes de l'éventualité d'un échange d'armes nucléaires au Levant. Et je pense que c'est un sujet, pas un bloqueur de débat, mais un bloqueur de pensée, quelque chose qui arrête la réflexion, même pour Netanyahou. Est-ce que je veux faire ça? Est-ce que je veux aller aussi loin, même si je suis dans une situation existentielle? Je me souviens que Golda Meir avait dit qu'elle le ferait, mais je pense que c'était pour la presse. Vous savez, elle voulait que tout le monde pense qu'il le ferait. Alors, quand cette journaliste de la BBC lui a demandé en 1973, je crois, « Utiliseriez-vous une arme nucléaire ?» Elle a répondu « oui », sans même cligner des yeux. Eh bien, c'est de la bonne politique en réalité, parce qu'on voulait que cette dissuasion existe. L'aurait-on vraiment utilisé si l'on s'était retrouvé dans une situation existentielle? Je ne sais pas. Je crois être aujourd'hui plus convaincu que Bibi le ferait que je ne l'étais à l'époque pour Golda Meir. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous citions Martin et Crevel. Nous citions Moshe Dayan dans cette discussion, où Moshe Dayan dit quelque chose comme « Israël est un animal ». Il faut comprendre que nous sommes un animal. Nous frappons là où nous devons frapper et tuons là où nous devons frapper et tuer. Et nous tuerons quiconque viendra après nous. Soyez-en sûrs, nous tuerons quiconque viendra après nous. Oui, je pense que le nouveau gouvernement iranien a décidé de se tourner vers l'Est. Je regarde les médias iraniens, et le ton a changé de manière radicale depuis le début de la guerre entre l'Iran et Israël. Et voici ce que nous avons entendu du vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, à propos de la situation actuelle entre l'Iran et la Russie. Au fait, avant que tu ne le lances, j'ai entendu hier, enfin, je ne sais pas trop comment dire ça, sauf qu'il paraît que l'Iran a confié à Poutine qu'il pourrait fabriquer une bombe, et Poutine n'a pas émis d'objection. Je n'ai aucun moyen de le vérifier, mais cela me semble logique. Si tu réfléchis à la situation actuelle, cela a du sens. Surtout si tu ajoutes le Pakistan dans l'équation, et qu'un mouvement est en cours pour contrôler ce que Poutine réalise probablement comme inévitable. Donc il essaie de contrôler cela, parce que je pense que les Iraniens ont pris la décision de fabriquer une bombe. Ouais, voilà ce qu'ils ont dit là-bas. Hein. Non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe, au sein de l'Union européenne, ils utilisent cela comme prétexte pour faire pression,
pour recourir à la puissance militaire contre l'Iran, ce que nous condamnons fermement. Nous restons main dans la main, côte à côte avec l'Iran, et il en sera ainsi à l'avenir. Nous sommes très reconnaissants de tout le soutien que nous recevons de l'Iran, sur le plan politique et autrement. C'est important en cette période difficile. Sergei Ryabkov says Oui, et il dit cela, je pense, en ce qui concerne le Venezuela et la Colombie aussi. Oui, et il devrait l'être. Il devrait l'être. Si l'on parle d'intimidation, je pense qu'après tout, l'Iran et la Russie sont tous deux préoccupés par ce qui se passe au Venezuela, car ils voient que ce qui s'y passe pourrait influencer de manière significative l'ensemble du conflit. Significantly influence the whole conflict. Et je pense que l'Iran je pense que leurs services de renseignement sont plutôt bons. J'ai été assez impressionné par ce qu'ils savent, par exemple sur le Paraguay, l'Argentine et le Chili. Je pense qu'ils savent qu'Israël est un grand partenaire dans ce que nous faisons au Venezuela, que Machado, par exemple, est en contact avec, et je dirais même probablement qu'elle travaille avec le Mossad et d'autres autour d'elle. Et ce type, j'oublie toujours son nom, je crois que je l'ai noté quelque part. Oui, Martin Rodil, un Israélien, qui travaille avec Gary Burnson, l'ancien agent de la CIA, qui fournit à Laura Loomer ses renseignements sur Trinité et sur des drogues qui n'ont même aucun lien avec le Venezuela, comme le fentanyl. Ils sont tous en train de comploter. Israël s'intéresse énormément aux ressources du Venezuela également, et il a participé à la décision présidentielle de 2016 prise par le président Trump qui a permis à Pompeo, alors directeur de la CIA, de lancer une action secrète contre Maduro. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Cela dure depuis un certain temps. C'est simplement que cela a maintenant pris une importance militaire conventionnelle. Car déplacer un porte-avions et son groupe de combat depuis en gros l'Asie du Sud-Ouest, je crois que c'est là qu'il se trouvait, jusqu'au Venezuela, c'est une toute autre affaire. Nous ne parlons plus d'une opération secrète. Nous ne parlons même plus de couvrir une opération secrète, ce qui, on pourrait dire, était peut-être le cas avec le précédent déploiement militaire. Mais ce déploiement militaire n'est pas seulement de l'intimidation, c'est une menace très sérieuse. Et Maduro serait dans son droit d'aller aux Nations Unies et, vous savez, de prononcer un grand discours sur le tyran de l'hémisphère occidental, voire du monde. Il ne le fera probablement pas, cela ne servirait à rien, ce serait inefficace. Mais malgré tout, il serait parfaitement dans son droit de le faire, car ce que nous faisons est tout simplement inadmissible. Si nous avions une organisation active et puissante dans les Caraïbes, dans le Golfe, en Amérique latine, une organisation qui ne soit pas aussi intimidée par les États-Unis. Et je suis allé à la BID et dans des endroits de ce genre, donc je sais comment ils fonctionnent. Si nous avions quelqu'un avec du cran et du courage pour se lever, alors nous aurions au moins en ce moment un discours plus percutant. Vous savez où est le seul endroit où j'entends un discours percutant? À La Havane. Hier, on m'a demandé si je voulais monter pour parler à leur ambassadeur. Et j'ai dit, oui, je ne reviens pas à New York avant un moment, si vous venez ici. Donc maintenant, je crois qu'ils travaillent à faire venir l'ambassadeur ici pour discuter. Mais de quoi allons-nous parler? Je veux dire de la même chose dont nous parlons depuis 15 ans, sauf pendant cet interrègne sous le président Obama, quand nous avions un rapprochement et que nous faisions vraiment des progrès. Maintenant, nous sommes revenus bien au-delà et en deçà du point de départ avec Cuba. Ce qui se passe en ce moment avec Melissa aussi me dérange vraiment, parce que la Jamaïque va probablement être anéantie. Je veux dire, regardez cette onde de tempête, cette pluie. Il parle de 135 cm de pluie en environ 10 heures. Vous imaginez ça? Et si on ajoute la marée de tempête avec des vents à 195 nœuds,
S'il reste quelque chose de la Jamaïque, je serais surpris. Larry, Voilà. Voici ce que Maria Corina Machado a dit sur Fox News. Il prépare tout pour cela, et je veux poser ma question après. I want to ask my question after. Faire également l'éloge de Donald Trump jusqu'aux cieux. J'aimerais pouvoir te remettre le prix Nobel de la paix. Donald Trump ne se souvient même pas de son nom. Incroyable. Unbelievable. Tout le monde sait que Maduro est à la tête du plus grand cartel de drogue, le cartel des Soleils, et aussi à la tête du Tren de Aragua, un réseau criminel qui a commis des crimes aux États-Unis, au Canada, jusqu'en Argentine et au Chili. Tout est dirigé par Maduro. Oui. Yeah. C'est un homme occupé, n'est-ce pas? Un homme très occupé. Il agit du sud au nord de l'hémisphère, sur les deux océans. How? Because Comment? Parce que quand on vit dans la rhétorique de l'Occident, on entend dire que le Venezuela est une dictature. Comment se fait-il qu'elle puisse parler ainsi contre l'État? Et elle demande littéralement à des forces étrangères, des gouvernements, des mercenaires, de venir et de renverser le gouvernement au Venezuela. Comment est-ce possible? destroy the government in Venezuela. How is that possible? Elle travaille aussi avec Israël, directement avec Israël. Cela me rappelle beaucoup Juan Guaido. Nous avons déjà vécu cela, car j'avais un peu prêté attention à ce que Juan Guaido disait quand il était ici. Et j'avais encore plus prêté attention aux gens autour de lui, du bureau des affaires de l'hémisphère occidental du département d'État, avant qu'il ne soit corrompu, et à ce qu'ils pensaient de lui et disaient de ce qu'il disait. C'est le même genre de choses. Je veux dire, nous avons trouvé Juan Guaido, nous l'avons placé dans la tribune du Congrès pendant, je crois, un discours sur l'état de l'Union, nous l'avons reconnu, et tout ce genre de foutaise. Mes contacts colombiens m'ont dit qu'il avait peut-être 4,5-5% du peuple vénézuélien derrière lui. Mais c'était comme s'il avait tout l'État, et que c'était Maduro qui l'empêchait, vous savez, de réaliser sa véritable mission au Venezuela. Et maintenant, c'est la même chose avec elle. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a découvert que Juan Guaido n'était pas à la hauteur, pour ainsi dire. Et maintenant, on l'a trouvée, elle, et elle est à la hauteur. Et vous savez, si ce que je dis est vrai, et j'en suis à 70-80% sûr, quelle décision répréhensible de la part du comité Nobel. J'ai regardé le type qui faisait l'annonce pour le Nobel, et je me suis dit, d'accord, tu es en train de faire l'éloge d'un homme dont toute la famille, avec les Rothschild, possédait Bakou et le pétrole qui en sortait, probablement la source de pétrole la plus abondante du monde à l'époque. Donc je ne suis pas très enthousiaste à propos de ton fondateur ou de ton prédécesseur, mais tu parles d'elle comme si c'était une sorte de lumière sur la face de la Terre, pas très loin de Mère Teresa. Pourquoi fais-tu ça? As-tu été soudoyé? Et dois-je attendre encore 1 an ou 2 pour que vous donniez à Trump un prix spécial de la paix? J'ai perdu toute confiance en ce comité, en particulier en ce qui concerne le prix Nobel de la paix. Je ne pensais pas qu'Obama le méritait. Je me suis dit que si j'avais été le président Obama, je l'aurais refusé, avec délicatesse, sincèrement contrit de devoir le faire. Mais j'aurais dit quelque chose comme « Je ne mérite pas ce prix Nobel de la paix. Je n'ai encore rien fait. Je viens juste d'être élu. » Mais il l'a accepté. Et à mes yeux, il a perdu une bonne partie de mon estime à ce moment-là. Et maintenant, Trump qui le convoite, qui en a envie, qui crée des guerres et les règles pour l'obtenir. À quel point peut-on être répugnant? Regardez à quel point nous sommes tombés bas depuis Dwight Eisenhower, ou même Richard Nixon d'ailleurs, sans parler de JFK, et de presque tous les présidents d'après la Seconde Guerre mondiale jusqu'au 11 septembre. Voyez à quel point nous avons chuté. Et ce est abrupt spectacular.
quick. It seems, Larry, that Russia has Il semble, Larry, que la Russie ait décidé d'envoyer le groupe Wagner au Venezuela. Hier, nous avons appris qu'un avion russe, le même utilisé par le groupe Wagner, y a atterri. The former Black L'ancien dirigeant de Blackwater, Eric Prince, est probablement déjà sur place. De l'argent à gagner. De l'argent à gagner. to be made. How is that? Comment ça, le groupe Wagner, vont-ils s'opposer à la CIA? Parce qu'il semble que la CIA soit présente sur le terrain au Venezuela pour faire quelque chose. To do something. Mostly soft, though, I think. 'Cause Surtout les forces spéciales, je pense. Parce que tu te souviens, je t'ai expliqué comment ils procèdent maintenant. La CIA reçoit l'autorisation du président. La CIA planifie l'action directe, l'opération clandestine. La CIA intègre ses agents dans l'exécution du plan. Mais ceux qui mènent réellement l'action directe, ce sont les forces d'opération spéciales, les équipes SEAL, Delta et d'autres unités SOF sophistiquées. C'est pour ça que leur navire-mère est là-bas. Leur navire-mère, c'est comme un paquebot, un navire spécial conçu pour les forces spéciales. Il a tout à bord, c'est un grand bâtiment, et il navigue dans la zone. En ce moment, il est au fond, là-bas, protégé par les navires de guerre. Mais c'est de là que les forces spéciales opèrent. Et tu te souviens de ce livre de Tom Clancy qui a été adapté en film? Tom Clancy, a book that was made into a movie. What was it, Patriot Games or something like that? C'était quoi déjà? The director of the Ou quelque chose comme ça. went down to Là où le directeur de la CIA est allé, je crois que c'était en Colombie, et qu'il a découvert les forces spéciales qui opéraient là-bas et a essayé de les faire sortir. C'est un bon film, mais le livre est meilleur. Mais là, c'est la même chose à une échelle bien plus grande. C'est bien plus vaste que ce que Tom Clancy avait révélé à propos de la Colombie. C'est tout un groupe qui pourrait mener une guerre à lui seul, comme le groupe Wagner ou celui d'Eric Prince. Je ne sais même plus comment il s'appelle maintenant. C'était Blackwater, puis c'est devenu autre chose, et encore autre chose après. Mais ce sont des mercenaires privés. Ce sont des armées privées que des milliardaires financent. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour, « Ça n'est pas déjà arrivé auparavant ?» J'ai répondu, « Et la bataille de Philippe, où tous les combattants sur le champ de bataille avaient été achetés et payés par les milliardaires de l'Empire romain. » Oui, exactement. Yeah. Yeah. How does the Trump administration, Larry, Comment l'administration Trump, Larry, Venezuela, perçoit-elle la situation au Venezuela? comparing Il semble, en la comparant au Panama de 1989 et à la guerre du Vietnam, que cela se situe quelque part entre les deux cas. is that Comment envisage-t-il la difficulté à laquelle ils vont être confrontés au Venezuela? find in terms of difficulty they're going to face in Venezuela? more like the Vietnam War because of the size, the terrain. Plutôt comme la guerre du Vietnam, en raison de la taille, du terrain, de la population, et du fait que nous avions sur le terrain à Panama un contingent militaire très compétent et expérimenté lorsque nous avons mené l'opération. Donc, une situation très différente. Je crois que ça fait environ 350 000 carrés, je ne me souviens plus exactement, mais Panama est un timbre-poste comparé au Venezuela. Et la population y est énorme aussi. Elle n'est pas très importante à Panama. Mais à ce moment-là, Powell a même dit, lorsque nous avons dû relever Fred Warner, qui s'opposait à l'opération, le commandant des forces à Panama City à l'époque, que nous l'avions là-bas plutôt qu'en Floride. C'était en fait à Quarry Heights, à Panama. Il ne voulait pas le faire pour Starr. He wouldn't do it for Starr. So we removed him and put Max Thurman in. Alors nous l'avons écarté et avons mis Max Thurman aux commandes, Mad Max comme on l'appelait, qui est descendu là-bas et a fait le travail. Mais cela n'aurait vraiment pas eu d'importance qui était aux commandes, car le 18e corps aéroporté a déployé ses parachutistes et d'autres sont arrivés. Situation très petite, très compacte. Même là, nous avons dû pourchasser Noriega jusqu'à la nonciature et n'avons pas pu le faire sortir à cause de l'Église catholique. Nous avons diffusé une musique incroyablement forte et affreuse, une acoustique épouvantable, jusqu'à pratiquement briser les tympans de tout le monde, et nous avons finalement réussi à le faire sortir
et à le pousser à se rendre. Ce ne serait pas comme ça avec Maduro, et ce ne serait pas comme ça avec l'armée au Venezuela, comme cela l'a été avec les bataillons de la dignité au Panama. Et même si cela s'est produit, nous avons tout de même subi des pertes. Une escouade, par exemple, s'est littéralement mise en ligne et a chargé une mitrailleuse du FPD, la Force de défense du Panama, avançant en tirant avec leurs armes. Je crois que 5 des 9 hommes ont été tués ou blessés presque instantanément. C'était donc une situation militaire totalement différente, un endroit que l'on connaît très bien, où nos troupes étaient présentes depuis longtemps, un lieu petit et compact. Et vous savez, Maduro, non pas Maduro, Noriega, n'avait pas beaucoup d'endroits où se cacher. Et il y avait une 5e colonne à l'intérieur du Panama, car nous avions effectivement des gens sur place. Nous aurions pu éviter toute cette affaire, Nima, si nous avions eu une meilleure force d'intervention du Conseil national de sécurité. Il y avait un major, je crois que c'était un major, qui est allé affronter Noriega avec une arme. Il est entré dans son bureau et a dit « Je prends le contrôle. Je prends le contrôle au nom des États-Unis. » Et ainsi de suite. Nous n'avons pas reconnu qu'il s'agissait d'une véritable tentative des Panaméens de se débarrasser de lui et de nous aider. Parce que nous avons échoué, Noriega a pu s'occuper de lui. Nous aurions donc pu éviter toute l'affaire, tout comme nous l'avons fait aux Philippines. Lorsque Cory Aquino nous a appelés et a dit « J'ai une compagnie qui marche sur le palais présidentiel et qui va prendre le pouvoir. » Et il l'aurait probablement fait. Vous n'avez pas besoin d'un grand nombre de troupes pour prendre le contrôle du gouvernement philippin. Et nous avons dit, d'accord, merci, nous allons nous en occuper. Nous avons survolé la zone, lourdement chargée de bombes, des F-4 Phantom, en effectuant plusieurs passages à basse altitude, et ils sont retournés à la caserne. Elle nous a appelés pour nous remercier. Pas une seule âme n'a été blessée. Pas une seule n'a été touchée. Vous savez, nous avons arrêté le coup d'État. Mais nous avons manqué celui du Panama. Nous n'avons pas agi assez vite. Nous aurions pu éviter complètement l'opération Just Cause si nous avions simplement eu des attentes un peu différentes et aidé ce type au moment où il avait besoin d'aide. Il n'aurait pas fallu beaucoup plus qu'une escouade de fusiliers pour l'aider. En fin de compte, Noriega a pu le faire reculer et s'en débarrasser. Terry, la Russie a annoncé un nouveau missile. Il s'appelle Burevestnik. Le Burevestnik est un missile de croisière à propulsion nucléaire, doté d'une portée pratiquement illimitée. Il peut changer de direction presque instantanément. Que se passe-t-il dans le conflit en Ukraine? Lorsqu'il s'agit de ce type d'annonce de la part de la Russie, vous savez, nous avons déjà eu le Burevestnik auparavant, et maintenant il s'agit d'un système à propulsion nucléaire. Ce sont des signaux, des messages émanant de la Russie, pour informer ou d'une certaine manière avertir l'Occident. Que retenez-vous de ce message? S'il y a un message ici, selon vous, quel serait-il? Je pense que le message de Poutine a toujours été cohérent et constant. C'est simplement que de nouveaux développements surviennent à cause des Européens et des États-Unis. Et lorsque ces nouveaux développements se produisent, Poutine délivre le même message, mais avec une note de bas de page concernant la dernière initiative européenne ou américaine, ou les deux. Dans ce cas, tout cela a été déclenché, je pense, par le langage utilisé des deux côtés à propos des Tomahawks, mais aussi d'autres sujets. Je veux dire, on oublie que les Allemands ont un missile là-bas, que les Britanniques en ont un aussi, et que tous, plus ou moins, nécessitent la présence de personnel au sol, ou du moins dans les airs avec l'aide des satellites, pour les diriger, surtout pour des cibles situées en profondeur à l'intérieur de la Russie. Ainsi, Poutine les considère tous de la même manière. Si vous frappez quelque chose de vital à l'intérieur de la Russie,
profondément à l'intérieur de la Russie, alors vous allez le payer. Vous allez recevoir la riposte. Et je ne vais pas vous dire ce que ce sera, mais je montre ce que cela pourrait être, tout le temps. Je le montre avec le Burovestnik et maintenant avec ce nouveau projet. La question est, de quoi son état-major militaire lui parle-t-il? Parce que je pense que Doug McGregor a raison à ce sujet. Je pense qu'il laisse en grande partie carte blanche à son état-major, parce que cela a très bien fonctionné. Cela se déroule comme il le souhaitait. Ils l'ont parfaitement informé. Il comprend ce qu'ils veulent faire. Il comprend qu'ils réussissent à le faire. Donc ils sont désormais assez autonomes, avec peut-être quelques orientations occasionnelles de sa part. Ce qui complique tout cela, bien sûr, c'est nous et les Européens. Nous refusons simplement d'affronter la réalité. Et Zelensky, bien sûr, refuse d'affronter la réalité, parce que s'il le fait, il est mort. Il est mort. Alors, je ne sais pas où nous allons à partir de là. Vraiment, je ne sais pas. Je pense savoir où les Russes veulent en venir. Ils vont aller jusqu'au point où les lumières s'éteignent. Ils prendront Odessa et s'arrêteront une fois qu'ils auront tout le Donbass, y compris ces toutes petites portions que les Ukrainiens tiennent encore, vous savez. Et ce sera tout. Et à ce moment-là, ils diront, bon, est-ce qu'on veut construire un très grand mur comme celui d'Israël et dire au diable le reste d'entre vous? Parce que je n'ai aucune visée sur l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Finlande, la Norvège, la Suède, la Pologne ou qui que ce soit d'autre. Et puis ma profonde inquiétude, surtout en ce qui concerne la Pologne, c'est ce qu'ils vont faire. Surtout avec des types comme Sikorski aux commandes. Je ne sais pas, vous voyez, parce qu'ils convoitent eux aussi des portions de l'Ukraine. Et lorsque l'Ukraine sera un cas désespéré, et elle le sera pratiquement, sans même un port sur la mer Noire à la fin de tout cela, peut-être dans un an ou deux, que fera la Pologne si l'Ukraine est incapable, totalement incapable d'y faire quoi que ce soit? Et que fera l'Europe si la Pologne agit de la sorte? L'Europe s'effondrera-t-elle soudainement pour devenir le butin de n'importe qui? Les plus puissants en sortiront-ils gagnants? Vous voyez ce genre de choses. L'Europe court vers un avenir qui pourrait être désastreux si elle n'y prend pas garde. Elle doit se débarrasser de la direction qu'elle a actuellement. Surtout Merkel, Starmer et Macron. Ils doivent s'en débarrasser, et les autres devront suivre le mouvement avec le temps. Ils doivent commencer à réfléchir davantage à ce qu'ils avaient et qu'il faut restaurer, plutôt qu'à ce qu'ils n'avaient pas, et que Trump les a plus ou moins convaincus d'adopter. Comme 5% sur défense. C'est n'importe quoi. C'est des bêtises. Il est impossible qu'ils puissent maintenir un niveau de vie décent en Europe en dépensant autant pour la défense. Il y a beaucoup d'incitations à le faire, car tous leurs sous-traitants militaires travaillent avec Lockheed, RTX, Grumman et Boeing, et ils essayent tous d'en tirer le maximum. As-tu vu le projet Cost of War? Leur présentation des sous-traitants de la défense et de l'argent qu'ils ont gagné au cours des 22 ou 23 dernières années. Le seul qui a perdu de l'argent, c'est Boeing, et c'était dans son secteur civil, à cause des problèmes des compagnies aériennes. Ils ont fait des bénéfices dans leur secteur militaire. Et quand on regarde les profits, année après année après année, on comprend pourquoi nous sommes tout le temps en guerre. Seigneur, c'est très bon pour les affaires. Good Lord, it's very good for business. On dirait qu'il prévoit, Larry, de continuer à se battre contre la Russie pendant encore au moins 2 ou 3 ans, de maintenir le conflit. Donald Trump ne semble pas... Eh bien, je ne sais pas si tu vois les choses de la même façon, mais il s'en fiche tant qu'il reçoit l'argent de l'OTAN, des pays européens. S'ils vont le faire passer de 2% à 5%, 5%, c'est formidable pour lui. Donnez-le-moi et continuez. Il ne se soucie pas de ce qui se passe réellement. Vous envoyez les armes à l'Ukraine parce que...
I'll say it right now, it's impossible for them to go to Je vais le dire tout de suite. Il leur est impossible d'atteindre 5% à aucun d'entre eux. Et s'ils le font, ils se ruineront ou ils mentiront à ce sujet. Je veux dire, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne le peuvent tout simplement pas. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Les gens utilisent le PIB et le pourcentage du PIB comme mesure de la performance en matière de sécurité. C'est absurde. C'est absolument absurde. Si vous avez un PIB, prenons juste quelques chiffres. Vous avez un PIB de 2000 milliards de dollars, d'accord? Disons simplement 2000 milliards. Et vous dépensez 3% de cela pour la défense. Et vous vous en sortez bien, d'accord? Et ensuite, votre PIB est de 22 000 milliards, à peine 20 ans plus tard. Et vous dépensez toujours 3%. C'est une sacrée somme d'argent que vous dépensez pour la défense. Alors, pourquoi en avez-vous besoin? C'est une mesure insensée, insensée. Mais ils l'adorent. Les entrepreneurs de la défense l'adorent. Ouais, c'est un peu faux, mais ça leur donne beaucoup d'avantages. Oui, ce doit être merveilleux d'assister aux assemblées d'actionnaires, de racheter ses propres actions, de gonfler le cours de son titre et de faire toutes ces autres choses que les grandes entreprises américaines font aujourd'hui. Regardez simplement notre marché boursier. Un grand article est paru hier. Vous l'avez peut-être vu. Je crois que c'était dans l'édition en ligne du New York Times, l'article principal. La bulle de l'IA, si c'en est une, va-t-elle ressembler aux précédentes, la bulle des dot-com par exemple, ou d'autres du même genre? Et ils ont montré les données sur la rapidité avec laquelle ce marché s'est envolé à cause de l'IA. Eh bien, si je devais parier, je dirais oui. Nous allons créer une bulle et elle finira par éclater. Cela me semble inévitable. Certains soutiennent que l'IA est tellement révolutionnaire, qu'elle change tellement la donne et qu'elle s'applique à un si large éventail d'activités économiques que ce soit différent. Mais j'ai déjà entendu ces arguments auparavant. Mais les personnes qui travaillent pour Amazon, elles vont l'être, car il semble qu'ils veulent en licencier beaucoup parmi celles qui y travaillent. Oui, que vont-ils faire pour donner du travail à ces gens? Je suis convaincu qu'il y a des milliardaires derrière Donald Trump et derrière d'autres aussi. Des milliardaires qui s'assoient autour d'une table et calculent combien d'êtres humains ils doivent éliminer. C'est pourquoi je crains cette incitation particulière à une guerre nucléaire, car c'est le moyen le plus rapide d'y parvenir. Nous avons aussi un vrai problème dans ce pays en ce moment avec les vaccins. Je lisais ce matin à propos du Texas et d'autres endroits où ils ont cessé de vacciner les enfants contre la rougeole, où une partie importante de la population de l'État, maintenant, à cause de Kennedy, à cause de médecins et d'autres qui l'ont rejoint, et à cause de leur aversion, et c'est une véritable aversion, voire une haine, pour les grandes entreprises pharmaceutiques qui ont exploité ces vaccins. De toute évidence, ils les ont exploités pour l'argent et le profit. Ces facteurs se combinent pour faire de notre pays un endroit très dangereux en ce moment pour nos enfants, parce que tout est confus et que les gens ne reçoivent pas les vaccins qu'ils devraient, comme la rougeole au Texas, où 2 ou 3 enfants sont déjà morts, la polio, des choses comme ça. Ils rejettent tout en bloc. Comme on dit, ils jettent le bébé avec l'eau du bain, tu vois? Je veux dire, ayant tout snow. Donald Trump a tout essayé pour empêcher l'Inde et la Chine d'acheter du pétrole russe. Et en ce moment, ils s'en prennent à la Turquie, à la Hongrie et à la Slovaquie. Voici ce qu'a déclaré l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN sur Fox News. Notre attente est que des pays comme la Hongrie, la Turquie et la Slovaquie, qui continuent d'acheter du pétrole et du gaz russe, élaborent et mettent en œuvre un plan pour s'en sevrer. La Hongrie
contrairement à beaucoup de ses voisins, n'a pris aucune mesure ni élaboré de plan concret. Nous allons donc continuer à travailler avec elle, ainsi qu'avec ses voisins comme la Croatie et d'autres pays susceptibles de l'aider à s'affranchir de cette dépendance. Il est évident que ce gazoduc sera très probablement fermé dans les années à venir. Il y a beaucoup de planification que nos amis hongrois doivent entreprendre et nous allons les aider en tant que bons alliés à élaborer et à mettre en œuvre ces plans pour se libérer du pétrole et du gaz russe. Il faut comprendre qu'il parle d'un plan de guerre sur 10 ans. C'est pour cela qu'il s'exprime de cette manière. Après tout, comment imaginer que la Hongrie élaborerait soudainement un plan pour changer l'avenir du pays sans raison? Ils n'ont rien à voir avec l'Ukraine. Ils ne se soucient pas de ce qui se passe. Ils veulent simplement obtenir leur énergie de la Russie. Nous n'avons pas eu d'ambassadeur auprès de l'OTAN. Je suis désolé de le dire. Depuis presque 20 ans, qui en vaille la peine. Et Whitaker ne fait pas exception. Donc, je n'accorde pas beaucoup de crédit à ses propos, si ce n'est qu'il parle probablement à partir d'un texte qu'on lui a remis, soit par Scott Bessent, soit, vous savez, par quelqu'un d'autre à l'OTAN, comme Mark Rutte, ou peut-être même par Donald lui-même. Et écoutez simplement ce qu'il dit. Il dit que probablement la plus grande puissance de toutes les puissances du marché pétrolier sur la planète, en fin de compte la Russie, doit se voir interdire de vendre ce produit, un produit dont le monde entier a besoin. Tant que nous n'en sommes pas sortis, nous en avons besoin. Tout le monde en a besoin. Et nous allons faire exploser le pipeline à nouveau. C'est ce qu'il insinuait. Si cela en arrive là, nous ferons sauter votre pipeline aussi. Tu parles de vouloir aller à la guerre mondiale. Allons-y, allons-y. Je suis sûr que Poutine y pense aussi, à cause de remarques comme celle de Whitaker. C'est absurde. Tu parles aux gens du pétrole, et ils haussent simplement les épaules, comme pour dire, tu sais, c'est une marchandise. Ce n'est pas comme les œufs, le bacon ou le poulet. C'est une marchandise dont tout le monde dans le monde a besoin, d'une manière ou d'une autre. Et on ne parle même pas des engrais et de tous les autres produits pétrochimiques qui en découlent. Et tu veux la réglementer de la façon dont tu en parles, alors qu'un des pays qui en produit une bonne partie est sur ta liste noire. Faut pas exagérer. Tout ça, c'est de la politique. Rien que de la politique. Et c'est une politique horrible parce qu'elle provoque des guerres. Oui, merci beaucoup Larry d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir. C'est un plaisir d'être avec mon cher ami du Brésil. Comment dit-on cher ami en portugais? Cher ami cher. Ami cher? Cher, cher signifie dear. Cher. Cela signifie cher. Chéri. D'accord. C'est un peu la même chose en espagnol. Enfin, à quoi ça ressemblerait? Oui, je n'arrive pas à trouver comment le dire en français. Perdu. Ma tête pour les langues ne vaut plus rien. J'essayais de penser à une expression française. Je lis ce livre d'Alan First pour la 19e fois à peu près. Et on arrive à cette auberge au bord de la rivière, juste à l'extérieur de Paris. Et c'est le relais, le relais, le relais. Et je me dis, le relais, qu'est-ce que ça veut dire? Alors je cherche sur Google, tu sais, inn, l'auberge, tu vois. C'est comme un hôtel, une auberge. D'accord, facile. Tu as déjà lu Alan First? Non, c'est un écrivain extraordinaire. Il est meilleur que la plupart des historiens sur les années de guerre, à peu près de 1935 à 1945. Plusieurs livres, probablement une vingtaine. Night Soldiers, des choses comme ça. Le meilleur livre que j'ai jamais lu sur le NKVD, sur le renseignement russe. Il retrace cela depuis Staline, géorgien et membre de la Tchéka du Tsar, construisant cette incroyable encyclopédie de tous les individus dans les pays satellites
et en Russie même, avant de devenir Staline et de posséder ce savoir. C'est pour cela qu'il était si incroyablement puissant, parce qu'il connaissait tout le monde depuis ses jours au sein de la Tchéka du Tsar. Il savait où tous les cadavres étaient cachés. Il savait qui tuer et quand. Il savait quand lancer des pogroms contre les Juifs, qu'il avait puissamment aidé à prendre le pouvoir et qui dirigeait ensuite une grande partie du gouvernement soviétique. Et puis, il les a tous tués. Je veux dire, c'est un livre incroyable. Il est aussi épais que ça. Mais c'est un meilleur historien que la plupart des historiens de métier. Ses sources sont irréprochables. Quelle est une de les lignes? Celui-là s'appelle Night Soldiers. C'est l'histoire, je crois, d'un Ukrainien qui est recruté et il se laisse entraîner. Et une fois qu'on est dans le NKVD, une fois qu'on est dans les services de renseignement russes, on n'ose plus en sortir. Et il essaie. Il essaie. Et c'est un peu le destin du livre, alors qu'il tente d'échapper à l'emprise de ceux qui ont fait de lui ce qu'il est. Parce que il finit par comprendre que ce qu'il fait n'est pas bien pour toute l'Europe de l'Est. Je veux dire, on l'utilise partout en Europe de l'Est parce qu'il parle plusieurs langues et qu'il vient d'Ukraine. Donc il est utilisé pour, tu sais, rassembler tous ces autres gens et les faire tuer la moitié du temps. Il va chercher un agent qu'il soupçonne, tu vois. Et la technique de Staline, c'était, d'accord, attrape-le, ramène-le à Moscou et tue-le. Dis-lui qu'il revient pour un prix, une récompense ou autre chose. On le ramènera à la Loubianka, on le torturera jusqu'à ce qu'il soit presque mort, puis on le tuera. Ou on organisera un procès-spectacle, peu importe. Brutal. Je veux dire, Staline était l'une des personnes les plus brutales qu'on puisse imaginer. Mais c'est ainsi qu'il a maintenu son pouvoir, tuer ses ennemis. Ne pas avoir peur de le faire. Oui. Laissez-moi montrer le livre, car tout le monde demande dans les commentaires quel était le nom du livre et tout ça. Soldat de la nuit. Oui. Je vais en venir à cette semaine. Mais il a écrit plusieurs livres, et ils sont tous tout simplement remarquables. Tu sais qui me l'a recommandé? J'étais au département d'État, et l'un des types qui est ensuite venu dans mon bureau, voilà oui, c'est le livre, est entré dans mon bureau et a dit « Tom Finger », c'était son nom, et plus tard, il serait le directeur adjoint du renseignement national auprès de John Negroponte, le premier DNI. Et Tom a dit « Si tu n'as pas lu Alan First, tu ne connais pas la Seconde Guerre mondiale. » Ouais. Et il y a là-dedans des comtes hongrois qui sont des génies du renseignement. Un jour, ce Hongrois observe la résistance française communiste, absolument intrépide. C'est pour cela que les Britanniques sont venus les armer, parce qu'ils agissaient. Ils tuaient des Allemands, et bien sûr, ils se faisaient tuer eux-mêmes. Mais ils étaient sans peur. Ils s'en prenaient à la Gestapo, ils s'en prenaient à la Wehrmacht, ils les tuaient dans les rues, et ensuite, ils se faisaient tuer à leur tour, tu vois. Mais c'était des gens courageux. Et ce comte est là, ce Hongrois vraiment intelligent, qui fait du renseignement pour tout le monde, tout en jouant aussi son propre jeu. Et il est assis là, regardant ces types pendant une réunion, et il se dit que, vraiment, avec des gens comme ça, on ne peut pas simplement compter jusqu'à 10 et dire maintenant. Et ce qui veut dire, c'est, tu sais, le suicide, juste compter jusqu'à 10 et se tirer une balle dans la tête parce que tu vas te faire tuer. Tu vas sortir dans la rue demain et tu vas te faire tuer. Mais il continue à se battre. Il continue à se battre. Les communistes ont été les meilleurs combattants de la résistance à Vichy et aussi dans la France occupée. À tel point que les Britanniques, qui détestaient les communistes, les ont armés, mais se sont assurés d'avoir des listes détaillées de tous leurs noms, afin qu'après la guerre, ils puissent rejoindre Charles de Gaulle et s'en débarrasser. Et Fürst écrit à ce sujet, je veux dire, tu vois,
C'est la réalité en pleine figure, tout le temps. Incroyable, incroyable. Ouais, de toute façon, je te fais perdre ton temps. No, no, no. Non, non, pas du tout. Nous avons tous apprécié ça. Moi et notre public, oui. Merci beaucoup, Larry. Thank you so much, Larry. Bien sûr, prends soin de toi. Grand plaisir. À vendredi. Du lesp with Stast. Ta belle chemise est mise. Oui, je vais prendre une note. Chemise Aloha. Super, prends soin de toi. Au revoir, Larry.